Mauritanie, l'opposition radicale a annoncé sa participation aux élections législatives et municipales prévues au second semestre de cette année, ceci en dépit de sa dénonciation de la gestion de ce processus par le pouvoir. En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang dit ne pas être fier de ses pairs. Il a déploré le manque de solidarité en Afrique en réponse à une question sur la tentative de coup d'État qu'il a déjouée en janvier. Au Cameroun, les habitants de Longabali, un petit village de l'est du pays, semblent désemparés. Une catastrophe écologique du fait de l'exploitation sauvage de l'or dans la région menace la population. C'était là les titres du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Nigeria, le président en exercice Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, pourrait avoir du souci à se faire pour sa réélection. La multiplication des conflits et l'insécurité toujours ambiante pourraient constituer les grands enjeux de l'élection présidentielle prévue dans ce pays pour se dérouler en février 2019. Reportage. Mettre fin à l'insurrection djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. C'est l'une des promesses, sinon la principale, ayant largement contribué à la victoire de Muhammadu Buhari en 2015. À moins d'un an de la prochaine échéance électorale, le défi sécuritaire semble tout entier en dépit des efforts. Pire, de nouveaux défis sécuritaires apparaissent au grand jour et seront sans doute au cœur de la campagne dans le pays le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 180 millions d'habitants. Au premier rang des 10 défis, les affrontements entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades qui secouent depuis des mois les États du centre avec à la clé des milliers de victimes dans le rang des civils. D'ailleurs, la grande criminalité et les enlèvements contre rançon ont connu une recrudescence, notamment dans le nord, tandis que les tensions persistent dans le sud-est où des mouvements séparatistes pro-Biafra contestent l'autorité d'Abuja. Au sujet de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, le pari est encore bien loin d'être gagné. Si l'ancien général des armées, âgé aujourd'hui de 75 ans, a en partie atteint son objectif en chassant les islamistes des localités qu'il contrôlait, les attaques et attentats suicides contre des civils et des militaires continuent tout de même de semer la terreur au quotidien. Face à un tableau pour le moins pas très reluisant, Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, devra alors retrousser les manches sur ces dossiers s'il tient à voir bien des électeurs lui renouveler leur confiance en février prochain. En Mauritanie, l'opposition radicale a annoncé sa participation aux élections législatives et municipales prévues au second semestre de cette année. Le Forum national pour la démocratie et l'unité, qui avait boycotté les élections législatives et municipales en 2013, refuse donc de rester en marge d'un processus électoral devant conduire à une alternance politique dans le pays. Ceci en dépit de sa dénonciation de la gestion de ce processus par le pouvoir. Reportage. L'opposition radicale mauritanienne a annoncé samedi sa participation aux élections législatives et municipales qui sont prévues en août-septembre prochain. Selon Mohamed Ould Mouloud, son parti, le FNDU, n'entend pas rester en marge d'un processus électoral qui doit conduire à une alternance politique. La quasi-totalité de l'opposition radicale a boycotté les dernières élections organisées en 2013 et qui ont été largement remportées par le pouvoir. L'annonce de la participation du FNDU au scrutin d'août-septembre prochain intervient après la révélation le 17 avril dernier par le pouvoir et l'opposition de l'échec d'un dialogue secret entre ces deux partis en vue d'un accord politique pour préparer ces élections. Le chef de l'opposition radicale, Mohamed Ould Mouloud, a par ailleurs qualifié d'illégale la nouvelle commission électorale nationale dont la formation a été annoncée mercredi par le gouvernement. Cette commission électorale sera composée de 11 personnes, dont des représentants de l'opposition modérée, sans aucun membre de l'opposition radicale. Le président du FNDU, qui accuse le régime du président Mohamed Ould Abdelaziz de pousser le pays vers des élections conflictuelles, a annoncé un appel devant la justice contre cette commission électorale qui exclut selon lui un pan important de l'opposition. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bazogo dit de ne pas être fier de ses pairs en réponse à une question sur la tentative de coup d'État que Malabo a affirmé avoir déjoué en janvier. Il a déploré le manque de solidarité en Afrique. Plus de précisions à travers cet élément.
De l'attitude de ses pairs à son égard, de ce qu'il aura vécu de très éprouvant ces derniers mois-ci, Teodoro Obiang-Nguema dit être plus que dépité. Le président équato-guinéen aurait souhaité plus de compassion, de soutien, mais rien de tel. Il déplore, dit-il, qu'il manque beaucoup de solidarité en Afrique et affirme ne pas comprendre comment, pour des montants insignifiants, certains Tchadiens, Centrafricains et Soudanais aient pu être recrutés pour sacrifier leur vie afin d'aller attenter contre les personnes d'une autre nation. Début janvier, Malabo a annoncé avoir déjoué un coup d'État après qu'une trentaine d'hommes armés, tous des étrangers, précisément Tchadiens, Centrafricains et Soudanais, ont été arrêtés fin décembre au Cameroun, au carrefour des 3 frontières entre la Guinée, le Cameroun et le Gabon. De nombreux doutes et zones d'ombre perdurent sur les motivations et les soutiens qu'auraient eu ces hommes. Mais l'importance numérique des Centrafricains dans le groupe et le fait que le présumé cerveau de ce groupe soit un Tchadien avait donné à l'affaire une inédite dimension régionale. Heureusement, les crises diplomatiques qui ont failli en découler ont plus ou moins été vite canalisées. Mais Malabo reste toujours sous le choc et très méfiant. Justement du Tchad, parlons-en, le gouvernement est monté au créneau ce week-end en réaction à des appels de l'opposition et de l'Église pour une adoption par référendum de la nouvelle constitution. Selon le secrétaire général du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, le président Idriss Déby Itno est le seul habilité à décider de la tenue d'un référendum. Plus de précisions à travers ce reportage. Le président Idriss Déby Itno est le seul habilité à décider de la tenue d'un référendum, a rappelé samedi le gouvernement tchadien en réponse à des appels de l'opposition et de l'Église pour une adoption par référendum de la nouvelle constitution. Jeudi, la conférence épiscopale du Tchad avait appelé à une adoption par référendum de la nouvelle constitution plutôt que par voie parlementaire, estimant que le projet ne reçoit pas l'adhésion de l'ensemble des citoyens. Lors d'une conférence de presse, la secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec le Parlement, Mariam Mahamat Nour, a exprimé la stupéfaction et une certaine indignation du gouvernement face à cette déclaration qu'elle juge infondée et qui fait selon elle non seulement une lecture erronée de la Constitution en vigueur, mais entretient aussi des germes d'une grave division des Tchadiens. Ce projet de constitution qui met en place un régime présidentiel est issu des résolutions d'un forum sur les réformes institutionnelles rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays, tenu en mars dernier, mais boycotté par l'opposition. Les 33 députés de l'opposition sur les 170 au total ont annoncé boycotter les travaux parlementaires sur l'adoption du texte. Mardi dernier, 7 associations de la société civile ont demandé aux députés de ne pas voter le nouveau texte constitutionnel. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendique dans un communiqué l'attaque menée ce week-end contre le camp de la MINUSMA et de la force Barkhane à Tombouctou. Il dit avoir agi en représailles à 2 raids aériens menés contre les djihadistes par l'État français. Reportage. La récente attaque contre le camp de Barkhane et de la MINUSMA a été conduite, rapporte le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, par une poignée de candidats au Matir et un groupe d'infiltrés. Une annonce faite par un communiqué de revendication publié sur les réseaux sociaux et reçu par l'agence privée mauritanienne ANI et le Centre américain de surveillance des sites djihadistes SITE. Le GSIM ne donne pas d'autres indications sur le nombre d'assaillants alors que l'état-major français avait fait état d'au moins 15 tués dans leur rang. Le mouvement djihadiste ajoute que l'attaque de Tombouctou a été lancée en représailles à des raids de Barkhane. Ces 2 raids aériens menés fin mars et début avril par la force française au Sahel ont éliminé en Matir, selon le communiqué de GSIM, 3 éléments du groupe djihadiste, dont 2 cadres importants. Un éducateur de haut rang chargé de porter la bonne nouvelle, de prêcher les idéaux du groupe djihadiste, un spécialiste en explosifs chargé de former les combattants aux armes lourdes comme le mortier. En dépit de ces pertes, le GSIM tient bon, souligne le communiqué. Depuis 2 mois, les combats au Sahel montent en puissance. Offensives de Barkhane et représailles des groupes djihadistes sont de plus en plus spectaculaires.
Au Cameroun, les habitants de Longamali, un petit village de l'est du pays, semblent désemparés. Une centaine de trous remplis d'eau parsemés également les alentours du village, d'anciennes mines d'or abandonnées devenues des lacs de la mort et qui ont entraîné une catastrophe écologique. Ils appellent désormais à l'aide. Des domaines miniers exploités puis laissés à l'abandon, Longamali, petit village de l'est du Cameroun, en compte un nombre très important. Ceinturant carrément la localité, il représente désormais de véritables pièges à hommes. En font régulièrement les frères et les enfants. Votre enfant peut sortir dans le matin, qu'il aille au champ jusqu'à 20h, s'il ne revient pas, c'est dire qu'il est déjà tombé dans un trou qui a été conservé. Le trou a été conservé d'eau, il est tombé là-dedans. Ça crée donc des problèmes. Chaque semaine, c'est des pertes des enfants. Pas plus tard qu'il y a cela, 2 semaines ici à Beta-Roya, nous avons déploré 3 décès, 2 de nationalité centrafricaine et 1 personne de nationalité camerounaise. Ces décès sont dus aux éboulements, et notamment dans les trous abandonnés par les sociétés minières et multinationales étrangères qui viennent s'installer et qui ne referment pas derrière elles ces tombes entre guillemets à ciel ouvert qui forment des lacs. Et pourtant, les cahiers de charges font bien obligation aux multinationales de refermer les trous après exploitation des sites. Au non-respect de cette clause s'ajoute un mutisme complice des autorités qui laisse sans voix des populations carrément livrées à elles-mêmes et pauvres chaque jour davantage, quoi qu'installées sur des mines d'or. Au Niger, les autorités ont lancé des distributions gratuites et des ventes à bas prix de vivres au profit de plusieurs milliers de paysans. Une manière de soutenir ces paysans qui ont été frappés par de mauvaises récoltes. Cette mesure a été prise également à travers un plan de soutien aux populations vulnérables. Reportage. Doté d'une cagnotte de 200 milliards de francs CFA, le plan de soutien aux populations vulnérables lancé au Niger comprend des distributions gratuites de 50 000 tonnes de céréales dans le mil. Ces distributions sont déjà en cours dans certaines zones du sud du pays et au nord de Niamey où les paysans vivent une disette sévère. De plus, dans le cadre de ce plan de soutien aux populations vulnérables, quelques 80 000 tonnes de vivres seront vendues à des prix largement inférieurs à ceux du marché. Il s'agit précisément d'une vente promotionnelle commencée en février dans certaines contrées très affectées, en attendant le plus important tonnage qui sera mis en vente entre juin et septembre, une période considérée comme étant celle de la soudure et pendant laquelle les greniers sont généralement vides au Niger. Pays très sec de 20 millions d'habitants, le Niger est souvent frappé par de graves crises alimentaires, principalement dues à la sécheresse. Contre toute attente cette année, les récoltes sont compromises dans plusieurs villes à cause des inondations qui ont fait 54 morts et près de 200 000 sinistrés entre juin et septembre 2017, selon les Nations Unies. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Ce sera donc tout pour cette édition. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.